bonsoir à tous, bienvenue pour cette première soirée sur YouTube, premier satsang également, un nouveau format que je teste qui permet aux personnes qui ne pouvaient pas assister précédemment aux infos comme ça sur Zoom de participer au replay. Pour les personnes qui m'accompagnent depuis un certain temps, à travers d'autres soirées, d'autres informations. C'est peut-être un petit peu nouveau pour vous, même si l'année dernière, j'avais déjà commencé à parler sur le sujet de la paix, du bien-être, de la paix intérieure, on va dire. Et ben grosso modo, les satsangs, c'est ça. Satsang, si on regarde au niveau étymologique, c'est un mot sanskrit qui veut dire se rassembler. Donc sangha, c'est se rassembler. Et sat, c'est ce que les sages indiens, ils appellent la vérité. La vérité, pour les sages, c'est quelque chose qui ne bouge pas, quelque chose qui ne fluctue pas. Et dans ce bas monde, on est tous bien placés pour savoir que tout bouge. On a des périodes de paix, de bonheur, de plénitude, et on a des périodes un petit peu plus rock'n'roll où effectivement on aimerait que ça s'améliore. Donc le satsang, c'est justement parler de ce que l'on peut trouver, soit lorsqu'on le cherche, ou soit parfois on ne le cherche pas. Je ne vais pas détailler plus le sujet parce qu'on va l'aborder un petit peu plus tard dans la soirée. Donc j'ai appelé cette soirée, cette première soirée du nom de la chaîne, ça s'appelle Retrouver la paix. Retrouver la paix, alors vous verrez pourquoi retrouver la paix et non pas trouver la paix ou développer la paix. La paix, c'est déjà ce que tout le monde cherche. Je ne pense pas qu'il y ait une personne sur Terre qui ne cherche pas la paix, le bien-être, la plénitude. Et pour y arriver, on utilise plein de stratagèmes ou plein de pratiques différentes. Alors il y a les pratiques qui visent à combler ses besoins avec le matériel, par exemple. Des objets ou des possessions diverses et variées. Effectivement, quand on les a, ça fait plaisir et on est en paix. C'est assez génial, mais par contre, l'inconvénient, c'est que, on le sait tous, ça dure pas très très longtemps. On a une petite voix dans la tête qui nous conduit à penser autre chose et à nous amener vers d'autres recherches, d'autres pistes, en nous disant la prochaine fois, tu verras, c'est la bonne, quand tu auras ça, tu seras en paix. Alors, on y croit, bien sûr, on y va, on cravache. Alors, on cravache à travers, je disais, des possessions matérielles, mais ça peut être des formations. Après telle formation, tu auras compris comment ça marche et tu atteindras la paix, etc., etc. Sauf que, effectivement, ça marche très très ponctuellement, mais ça ne marche pas dans la durée. Euh, Pourquoi? Simplement parce qu'en fait, la paix, on ne va pas la trouver à travers les objets. Ce qu'on appelle les objets, c'est un ensemble de plein de choses. Les objets, bien sûr, on pense aux objets matériels qu'on s'achète, des vêtements ou plein d'autres choses. Mais en fait, dans les objets, il y a tout ce qui est conceptuel. Et dedans, tout peuvent rentrer les objets physiques, bien sûr, mais également tout ce qui est les pensées, également tout ce qui est émotion. Tout ça, ce sont des choses qui fluctuent, comme je l'ai dit au départ. Les sages, ils parlent de vérité, ils parlent de quelque chose qui ne fluctue pas, ils parlent de quelque chose qui ne bouge pas, ils parlent de quelque chose qui n'est perturbé par rien du tout. Or, tout ce que je viens de décrire, en fait, c'est perturbé, ça va, ça vient, il y a des hauts, il y a des bas, avec des fois des petites pauses en haut, des fois des grandes pauses en bas. La vie, on la vit souvent comme une accumulation de joie, de bonheur et puis de moments plus tristes. Euh, alors si j'ai appelé cette soirée Retrouver la paix, c'est comme ça que j'ai appelé également la chaîne et également le site internet, c'est que
la quête qui nous amène à chercher et à trouver cette paix, en fait, on va pas la développer, on va pas la chercher au fin fond de je ne sais où, on va simplement la chercher en nous, mais pas en la débroussaillant avec des techniques très compliquées, on va simplement retrouver à ce que l'on est. Parce que pour résumer, en fait, la paix qu'on cherche partout à l'extérieur, déjà, on ne la trouvera jamais, de façon stable, j'entends. Et la seule façon de la trouver, c'est de retrouver, je dis bien, ce qui a toujours été là, depuis toujours, je dirais à l'intérieur de nous, même si c'est une image, c'est pas vraiment comme ça dans la réalité, mais à un moment, on est obligé d'utiliser des mots qui vont un petit peu pointer vers ce qu'on veut dire, sachant que le sujet dont on va parler ce soir et dans l'ensemble des satsangs, en fait, n'est pas définissable avec des mots. Et c'est là toute la difficulté, également toute la richesse des satsangs, c'est que les mots ont leurs limites, parce que les mots sont des objets également. Et le message du satsang, il se cache bien souvent entre les mots ou derrière les mots. Donc dans les mots qui vont être employés ce soir, euh, chacun comprendra des choses sans doute différentes, mais à travers toutes les compréhensions que vous pourrez avoir, il y a un message qui va s'immiscer, qui va s'infiltrer. Euh, J'aurais tendance à dire, en parlant encore d'une image dans votre cœur, je dirais plutôt dans la partie la plus intime de ce que vous êtes, de façon à comprendre un petit peu les rouages, à comprendre la mécanique de la souffrance humaine. Et quand on comprend pourquoi on souffre, eh bien c'est facile après coup. Ça, on le dit souvent après coup. Je l'ai entendu pendant des années et ça m'énervait quand je l'entendais parce que je me disais, mais tout le monde dit que c'est facile, mais ça fait 40 ans que je galère pour essayer de trouver cette fichue paix. Et en fait, bah, quand elle arrive, bah, on se dit, bah, effectivement, les sages avaient raison. C'est très facile, sauf que il manque généralement un déclic. Ce déclic, ça peut être une expérience, ça peut être un mot, ça peut être un regard, ça peut être n'importe quoi, une balade en forêt, un coucher de soleil. Et ce déclic, c'est lui qui va en fait lever ce qu'en Inde ils appellent la maya, le voile de l'illusion, ce qui nous empêche en fait de voir réellement ce que l'on est. Alors je vous parlais de cette paix que l'on cherche et que l'on essaie de retrouver. Vous allez me dire, certains d'entre vous vont sans doute se dire, bah ouais, il est gentil, il dit que la paix c'est ce qu'on est, mais depuis que je suis tout petit, moi la paix, je l'ai jamais vécue, je m'en rappelle pas. Euh, bon, est-ce que c'est vraiment vrai? Eh ben oui, il y a un moment de notre vie où effectivement, tous sans aucune exception, on est en paix. C'est le moment où on arrive au monde. Le moment où on arrive sur cette terre, sous la forme d'un petit bébé, eh bien on est un corps, ok. Mais à l'intérieur de ce corps, il y a, on va dire, à l'intérieur, c'est encore des mots, on va dire il y a une conscience. Comme il y a des consciences à l'intérieur de vous qui m'écoutent, mais derrière les paroles et derrière vous qui m'écoutez, il y a des interprétations, des analyses des mots que je dis. Le bébé, lui, n'a pas cet automatisme. Le bébé ne sait rien, ne connaît rien. Il arrive sur Terre, il l'est, tout simplement. Il est, en toute simplicité. Euh, il n'a aucune conscience déjà d'être un bébé. Il n'a aucune conscience d'être une personne. Et il n'a même aucune conscience des objets qui l'entourent. C'est-à-dire que pour le bébé, qui regarde avec ses yeux de bébé, euh, tout ce qui l'entoure, ça fait un. Nous, adultes, qui avons vécu un certain nombre d'années, avons pris l'habitude de d'étiqueter.
de catégoriser à travers le mental, un outil qu'on appelle le mental, on en parlera un petit peu plus tard, tout ce que l'on voit. C'est-à-dire qu'en fait, on va focaliser. On focalise sur tout. Là, vous focalisez sur la télé, sur ma tête, sur l'écran, que le bébé, lui, ne fait pas ça. Le bébé n'a aucune conscience des objets qui l'entourent. Il n'a aucune conscience de sa propre personne et il n'a aucune conscience des personnes, bien sûr, qui l'entourent. Et vous allez me dire, mais c'est n'importe quoi, le fait de ne pas avoir conscience de ces objets. Eh ben, c'est simple, ça apporte la paix. La paix du bébé, vous la voyez très clairement dans ses yeux. Si vous avez plongé vos yeux dans le regard du bébé, vous avez très clairement vu des yeux pétillants de vie, pétillants d'amour, euh, les yeux qui reflètent le lâcher-prise complet, total. Il est en émerveillement, en extase sur ce qu'il voit autour de lui. Il est, il n'est pas dans la recherche, il n'est pas dans l'analyse, il n'est pas dans le jugement. Il est, tout simplement. On ne peut rien rajouter d'autre. Donc la paix ultime, je dirais, la paix qui ne fluctue pas, qui ne bouge pas, c'est grosso modo ce que vit le bébé aux premières heures de sa vie. Et là, la question se pose, mais pourquoi est-ce que cette paix ne reste pas? Pourquoi est-ce que la souffrance arrive et puis qu'on vit des expériences et, euh, et on souffre, tout simplement? Eh bien, déjà, de toute façon, ça arrive à tout le monde. Vous avez beau faire attention à l'éducation de vos enfants, à pas trop les polluer, de façon à essayer de les laisser dans la paix, ce ne sera pas possible parce que dans la mécanique normale de l'évolution de toute personne sur Terre, tout humain sur Terre, eh bien, il y a le passage par l'acquisition, donc l'acquisition du langage, l'identification également. Le bébé, si vous regardez bien, à un moment de sa vie, il va tout mettre à la bouche. Il met ses doigts, ses pieds, parce qu'il est souple. Il met des objets également, mais il met plein d'éléments à sa bouche pour euh, créer une personne en fait. À travers le fait de mettre les doigts à sa bouche, les pieds à sa bouche, il va se définir un- une limite. Il va avoir conscience d'un périmètre. Là, c'est moi, là, c'est plus moi. Et à partir de là, va se créer une séparation. Là où ou auparavant, il était avec tout son environnement, avec tout ce qui l'entoure, eh bien là, il commence à y avoir lui et les objets qu'il prend dans la main. Lui et les formes qui s'agitent devant lui en faisant des grimaces. Il apprendra plus tard que ce sont ses parents. Lui et tout l'environnement, les objets, qu'il apprendra à nommer, qu'il apprendra à reconnaître. Et à partir de là, il va se créer, et c'est tout à fait naturel, une division. Il va y avoir un sentiment d'être séparé de, des autres objets qui l'entourent. Ça, c'est tout à fait normal, c'est un développement normal et naturel. Mais malheureusement, avec ce développement de la séparation, bien vient la souffrance. Euh, la souffrance, en fait, elle vient du fait que, quelque part, on garde en nous le souvenir, je dirais, la nostalgie au niveau du cœur de ce que l'on est profondément euh, en arrière-plan, de ce que l'on percevait lorsque l'on était bébé, que progressivement on oublie à travers les expériences de la vie qui nous font apprendre à étiqueter, qui nous font apprendre un certain nombre de choses. Mais inconsciemment, on a toujours ce souvenir de complétude que l'on a vécu assez peu de temps. En somme, on a l'habitude de dire que
Le mental, on va en parler juste après, qui est un petit peu à l'origine euh, de cette division, mais qui est nécessaire. Je diabolise pas du tout le mental est nécessaire pour que l'on parle, pour que je vous parle, pour que je forme des mots. Euh, mais le mental, on a tendance à dire qu'il est pleinement installé, et avec lui, la paix s'est beaucoup plus éloignée autour des 14, 12, 14, 16 mois peut-être dans ces eaux-là. Alors, le mental, c'est quoi? Le mental, c'est, on va dire, une construction de notre personnage, que autant le bébé n'était, on va dire, qu'une conscience qui avait simplement conscience d'être, dans la paix, dans la joie aussi, que plus nous allons avancer, plus le bébé va avancer à travers ses expériences, à travers son corps, à travers son nom également. Rapidement, il va apprendre qu'il a un nom. Donc là, c'est moi, et là, c'est les autres. Et à travers ce corps et ce nom, qui, qui sont un petit peu comme un panier, eh bien, le mental va le remplir de plein de concepts, de plein d'idées, de plein d'éléments différents. Des éléments qui sont hyper pratiques, nécessaires, à savoir, par exemple, apprendre à parler, apprendre à manger, apprendre à marcher. Tout ça, c'est des choses que l'on intègre, que l'on restitue et qui nous aident à vivre. Mais là où le mental est un petit peu plus embêtant, on va dire, c'est qu'il va également enregistrer euh, des peurs ou des éléments qui nous ont fait souffrir à un moment de notre vie. Alors il peut y avoir de réels accidents, par exemple un accident de voiture quand l'enfant est jeune, ça va le choquer, ok. Il va avoir du mal à s'en remettre pendant quelques jours, quelques semaines. Après, il va oublier l'événement. Il se rappellera peut-être même plus qu'il a eu cet accident. Mais par contre, il y a eu une mémoire qui s'est créée, une cristallisation énergétique, on pourrait dire, qui s'est créée par rapport à cette situation. Même si la personne a oublié la situation. Et ce qui va faire souffrir, c'est quand la personne va être confrontée de nouveau à une situation qu'on pourrait appeler de miroir. Du genre, elle va monter en voiture avec quelqu'un qui, par exemple, va rouler un petit peu vite. Sans savoir pourquoi, elle va avoir une peur qui va monter. Euh, cette peur de la vitesse, de mourir, qui en fait fait simplement écho à un événement qu'elle a vécu quand elle était petite, mais dont elle ne se rappelle plus. Donc là, je vous parle d'un événement. Des événements comme ça qui nous ont fait peur à un moment qu'on a oublié, il y en a un certain nombre. Et ces mémoires, on les trimballe toujours avec nous. Ces mémoires sont là pour nous rappeler à chaque fois qu'il y a un écho avec une situation qu'on a déjà vécue, parler en public, parce qu'à un moment à l'école, on s'est fait chahuter quand on était au tableau, et puis que les enfants se sont moqués parce qu'on ne savait pas la leçon, je sais pas, je dis n'importe quoi. Ou plein d'autres choses comme ça. Et ça peut se répercuter jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à l'âge même de la retraite, et même jusqu'à la fin de vie. On peut avoir des schémas, des peurs, qui du coup, vous l'avez compris, nous empêchent d'être en paix, nous empêchent de percevoir la paix. Parce que la paix, euh, je ne l'ai peut-être pas dit assez clairement, c'est vraiment ce que l'on est, c'est notre vraie nature, c'est la nature du bébé qui vient d'arriver. Et cette paix ne bouge pas, cette paix elle ne peut pas disparaître. Cette paix, elle est comme elle est, et elle est toujours présente. C'est ce qu'on est. Il n'y a pas une personne sur Terre qui fait exception. Pourquoi est-ce qu'on ne la ressent pas? Simplement parce que au-dessus de cette paix, il y a ces fameuses mémoires, ces croyances également, qui viennent s'accumuler et qui viennent nous faire croire que, eh bien, on est un personnage qui s'appelle un tel et qui a peur de ça, qui aime ça, qui a tel niveau d'études, qui est tout un paquet de concepts. Tous ces concepts, ces croyances, ces mémoires, ça forme ce qu'on appelle l'ego en Occident. Et l'ego, sans parler du côté égotique, dans l'expression égotique, je pense qu'à moi, c'est pas ça. C'est l'ego, c'est le personnage fictif, on va dire fictif, en comparaison de ce que l'on est réellement. C'est le personnage, c'est l'acteur, en fait, enfin, c'est le personnage que l'on joue au quotidien dans la vie. À mon travail, je m'appelle bien sûr Christophe, j'ai telle fonction, je fais ça, ça, ça. Ok.
Dans l'histoire de Christophe, dans son métier, effectivement, c'est ce qu'il est. Par contre, à côté de ça, et derrière ça, eh ben, il y a quelque chose de beaucoup, beaucoup plus profond que Christophe. Ça, c'est le cas de tout le monde. C'est le cas de tout le monde. Euh, et la recherche de la paix va conduire à quoi? Va conduire en fait à mettre en lumière ce que je viens de vous expliquer, à savoir que ce que l'on croit être, ce que l'on est en partie, parce qu'il y a quand même il semblerait un bonhomme qui est devant vous, qui vous parle, qui s'appelle Christophe, eh bien, ça n'est que relatif par rapport à la réalité de ce que l'on est tous. Et cette compréhension, on peut l'avoir, c'est ce que je disais au début en préambule, à travers plein d'expériences différentes. Ça peut être écouter des satsangs, écouter des sages qui expliquent un petit peu la mécanique. Et en écoutant le pourquoi j'ai des blocages, eh bien, on va faire attention, on va comprendre et surtout, on ne va pas personnaliser les pensées que l'on peut avoir. Parce qu'en fait, vous l'avez peut-être compris, mais les pensées qui nous traversent l'esprit, quelque part, on nous a jamais appris comment dirais-je, on nous a jamais dit que ce n'était pas nos pensées. On nous a dit, t'es une personne, t'as un cerveau, tu réfléchis, tu penses, et ce sont tes pensées. Alors qu'avec ce que je viens de vous expliquer, eh bien, on peut comprendre facilement que les pensées que l'on a sont directement issues du mental. Ce ne sont pas nos pensées. Donc, si vous voulez commencer déjà à faire un petit peu le ménage dans les croyances, à essayer de au moins arrêter l'accumulation de mémoires, de croyances qui sont là pour nous freiner et justement nous conduire à la limitation et à la souffrance. Il y a une chose toute simple à faire, c'est déjà, quand on parle des pensées, alors pas forcément devant les autres parce que ça peut faire bizarre, je vous l'accorde, mais c'est déjà de comprendre et de se dire, il y a une pensée, et non pas j'ai eu une pensée. Car les pensées ne sont pas personnelles. Je vous l'ai dit tout à l'heure, une pensée si tu montes en voiture, tu vas avoir peur, tu vas mourir, c'est pas ma pensée. C'est une pensée automatique qui est générée par un truc qui s'appelle le mental et qui ressort une mémoire. Il s'est dit voiture, voiture, voiture. Quand il était petit, il a eu un accident. Hop, je ressors la mémoire. Et puis, bah, vous la balance en pleine figure à un moment où vous y attendez le moins. Et donc, ce ne sont pas nos pensées. Euh, et la difficulté, quand on est associé au personnage et également aux pensées, c'est qu'on souffre. Parce que si on attribue les pensées qui sont bien souvent limitantes à soi-même, eh ben, c'est très difficile de trouver la paix. Donc une des premières pratiques qui est vraiment très très simple à faire au quotidien, quand on y pense, c'est de simplement déjà dissocier nos pensées les pensées. Ce ne sont pas mes pensées. Euh, donc pour revenir au satsang, le satsang en fait ce sont des échanges où on vient parler de ce qui se cache, de ce qui est en arrière-plan de ce que l'on croit être. En résumé, c'est un petit peu ça. À travers des exemples, à travers également des contre-exemples, c'est-à-dire que là, je viens de vous dire qu'on n'est pas le mental dans la tête. Je vous ai dit que c'était assez difficile, c'est même impossible de définir ce que l'on est. Par contre, on peut définir ce que l'on n'est pas. On n'est pas la peur, on n'est pas la limitation, euh, on n'est pas tout ce qui nous réduit. Ça, ce sont des croyances qui nous sont envoyées par le mental. À partir du moment où on y croit, eh ben, on s'enferme dans ses croyances, dans ses limitations et dans pas mal de peurs et de perceptions émotionnelles qui, au-delà d'être désagréables sur le plan émotionnel, peuvent également conduire à des désordres sur le plan physique. Ça arrive.
des gros désordres émotionnels, je ne parle pas forcément de dépression, qui durent depuis un certain temps, au bout d'un moment vont conduire à avoir des impacts sur le corps. Tout ce que je vous parle là, ce ne sont pas des croyances, ce sont des choses qui sont vécues. Ce que je vous dis, euh, je le vis maintenant depuis quelques mois. Ça fait un petit peu bizarre au départ, mais ce que l'on peut, ce dont on peut se rendre compte, c'est que quand il y a un détachement, et non pas on est détaché, parce qu'en fait, volontairement, on ne va pas pouvoir se détacher et on ne va pas pouvoir plonger dans la paix. Il y a un déclic, une sorte de déclic, une sorte de mécanisme qui se met en place à partir du moment où on a, je dirais, débroussaillé tout ce qui nous empêche de contacter la paix. C'est pas comme si on pouvait retirer toutes les couches de croyances d'un coup. Généralement, ça se fait petit à petit. Ça se fait au fil du temps, à travers des expériences de vie, à travers des rencontres aussi parfois, des livres qu'on lit, ou, et même souvent à travers des expériences douloureuses. Je vais parler un petit peu euh, de la souffrance qui est... alors là, j'ai vu passer une question. Ce n'est pas la conscience qui conduit la pensée. Euh, oui et non. Euh, la quasi-totalité des pensées sont mentales. Ce sont des pensées qui sont automatiques, qui sont liées à des choses qu'on a apprises, des choses que le mental régurgite quelque part lorsqu'il y a une situation qui fait écho. Maintenant, parfois, lorsque le voile qui nous sépare de, de, de notre vraie nature est assez fin, et ça peut arriver dans certains moments. Par exemple, je ne sais pas moi, pendant des promenades en forêt, euh, après une période de méditation. Voilà, donc dans un moment où on est dans un état de conscience assez léger, eh bien, il peut y avoir la conscience, enfin des pensées, mais qui cette fois-ci ne sont pas issues du mental, mais issues de la conscience, qui traversent ce voile et nous arrivent non plus ici pour schématiser, mais nous arrivent ici. C'est ce qu'on appelle l'intuition. C'est ce qu'on appelle ouais, c'est ça l'intuition, où je sais que je dois faire quelque chose, j'ai envie de le faire, mais c'est plus qu'une envie mentale, c'est je dois faire ça. Vous avez 50 personnes qui vous diront non, fais pas ça, tu vas te planter, vous savez qu'il faut y aller. Généralement, c'est là. Quand vous pensez à cette pensée qui est arrivée, généralement, c'est associé à une joie, à une ouverture ici. Et personne ne pourra vous arrêter. Donc là, dans ce cas-là, effectivement, il faut foncer. C'est la part intime, euh, à l'intérieur de vous, on va dire la conscience que nous sommes tous incarnés dans des milliards de petites formes de vie, qui passe un message pour nous aider. Alors en parlant de message, il y a effectivement l'intuition, il y a des personnes qui ont des, des voiles, on va dire, d'illusions qui sont assez fins et qui ont cette capacité à avoir ce genre de message, cette petite relation avec sa vraie nature. Mais au-delà de ça, la conscience que nous sommes tous est là pour nous aider et nous aider justement à retrouver un petit peu la mémoire quelque part. Euh, et la façon qu'elle utilise pour nous aider à voir clair n'est pas forcément très sympa à vivre parce qu'en fait, souvent, ça se caractérise par des expériences qui peuvent être souffrantes. Les expériences de vie que l'on peut vivre et qui nous font souffrir, généralement, sont là pour nous amener au-delà de la souffrance. Euh, Quand ces expériences sont généralement liées à des mémoires, que j'ai parlé tout à l'heure, vous avez la peur de quelque chose, et ben en fait, cette chose-là va se reproduire de façon cyclique
jusqu'à ce qu'on ne l'aura pas transcendé. Non seulement elle va se reproduire de façon cyclique, mais en plus, à chaque fois, ça va monter d'un cran en termes d'intensité. Donc là, il n'y a pas 50 000 façons de surmonter, de faire face à la situation. Il y a une façon qui est hyper puissante, hyper rapide également, c'est ce qu'on pourrait appeler l'accueil. L'accueil, ça va faire l'objet d'un prochain satsang, je ne sais plus, au mois d'octobre ou au mois de novembre, je vais passer un petit moment dessus, parce que l'accueil, c'est, je dirais, la clé qui permet de transcender les nœuds, les souffrances et les expériences de vie qui nous font souffrir. Je parle d'accueil, je ne parle pas d'acceptation. Il y a des situations qui ne sont pas acceptables, mais que l'on peut accueillir. Voilà. Donc je ne vais pas trop rentrer dans le détail, parce qu'on l'abordera beaucoup plus en détail sur une autre soirée. Mais l'accueil, c'est en fait simplement accueillir qu'une situation arrive. Et face à cette situation, ben, soit effectivement ben, on ne fait rien parce qu'il n'y a rien à faire, mais on peut également agir face à cette situation. C'est ce qui se passe souvent quand on voit aux infos parfois des personnes qui ont porté secours à, je ne sais pas, un enfant, une dame âgée qui était tombée dans l'eau, la personne ne savait pas nager, il s'est passé quelque chose, la personne n'a pas été tétanisée, il y a eu vraiment un accueil de la situation, mais un accueil inconscient bien sûr de la situation, qui a fait qu'il y a eu une ouverture qui s'est créée, et à travers cette ouverture, s'est passé ce que j'expliquais juste avant, c'est-à-dire une, euh, une information issue de la conscience qui a guidé, on va dire la personne, entre guillemets, à faire les gestes qu'il fallait quand il fallait le faire. La personne a fait ce qu'il fallait faire, elle sort la personne, et quand elle revient, généralement, le mental revient, se réinstalle, et quand les journalistes ou d'autres personnes disent bah, comment est-ce que vous avez fait ça, pourquoi vous avez fait ça, la plupart du temps, la personne est complètement incapable d'expliquer comment elle a fait et pourquoi elle l'a fait, parce que simplement, bah, c'est pas elle qui l'a fait. Il y a quelque chose qui s'est passé à travers elle euh, et qui a duré un petit laps de temps, une ouverture dans la croyance qui a permis aux yeux du personnage de faire quelque chose d'extraordinaire, alors que ça n'est pas du tout extraordinaire. Cette vision des choses que l'on peut avoir par moment, ça peut arriver lorsqu'il y a des traumatismes notamment, eh bien ce sont des choses qui s'installent de façon durable, continue, lorsqu'il y a ce qu'on appelle un basculement. Un basculement de l'état de conscience, c'est-à-dire que là où avant on était un petit personnage qui essayait de trouver la paix, eh bien là on devient la paix qui vit un petit personnage. Et ça se vit, euh, je dirais, presque physiquement. Il y a quelques années, et même encore aujourd'hui, j'aime beaucoup jouer aux jeux vidéo. Et j'ai l'impression de retrouver la vision du gamer qui déplace un personnage à travers son écran. Parce qu'en fait, avec ce changement de vision, ce changement de focal, eh bien, on ne voit plus les choses à travers les simples petits yeux du personnage, on voit les choses de façon beaucoup plus large. Et ça change tout. Ça paraît simple, ça paraît anodin, mais c'est en fait ce qui change, c'est ce qui change tout dans la vie. Voir les événements, voir les situations depuis une perspective beaucoup plus large, retire toute la charge émotionnelle que le personnage a par rapport à la situation. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Attention. Au contraire,
on fait des choses que l'on n'aurait pas fait avec le personnage parce que les peurs auraient été là pour le limiter. On fait les choses beaucoup mieux. Et parfois on ne fait rien. Alors que le personnage aurait essayé de faire quelque chose. Il l'aurait sans doute mal fait. Donc, ce qu'on appelle la réalisation de sa vraie nature, certains l'appellent l'éveil, mais l'éveil, ça veut rien dire, parce qu'en fait, l'éveil, c'est comme si je vous disais, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez respiré? Vous allez me dire, bah oui, j'ai respiré aujourd'hui. Mais si je vous dis, mais vous en rappelez, vous avez fait attention, vous en êtes rappelé? Non, c'est automatique. Et là, si je vous demande de vous en rappeler, de faire attention à votre respiration, vous allez dire, bah oui, je respire. Est-ce que parce que ce matin, vous n'y avez pas fait attention, vous ne respiriez pas? La réalisation de sa vraie nature, c'est la même chose. Ce que je vous raconte là, qui a l'air extraordinaire, en fait, c'est la simplicité de ce que l'on est depuis tout bébé. Euh, Sauf que bah, y a des couches qui sont venues se mettre dessus, qui sont venues complexifier du point de vue du personnage, bien sûr, parce qu'en fait, tout est hyper simple. Quand on a ce changement de vision par rapport aux événements, on a l'impression que c'est le monde des bisounours. La vie change, c'est le compte en banque qui est rempli, tout le monde vous fait des bisous dans la rue, et c'est pas du tout ça. Les choses ne changent pas. C'est le regard qui est porté sur les choses qui change. Et ça change tout. C'est qu'en fait, là où il y avait avant un regard limité, un regard très focalisé, un regard aussi teinté de toutes nos croyances, de tous nos j'aime pas, ça j'ai peur, ça j'ai pas peur, eh bien, une personne qui aura ce regard très concentré aura des perceptions émotionnelles que n'aura pas une personne qui a ce regard très large, sans aucune étiquette mentale. Là où une personne aura sa roue de voiture crevée le matin pour partir au boulot, eh ben, la personne va se mettre à crier, à pester, à acheter des trucs, à s'énerver par rapport à la situation. Une personne qui aura un regard beaucoup plus large, eh ben, rationalisera beaucoup plus les choses. Euh, je dis ça parce que ça m'est déjà arrivé. Maintenant, on ne peut pas anticiper. Quelqu'un qui a ce regard très large sur la situation, si vous lui posez la question, s'il se passe telle situation, qu'est-ce que tu ferais? Il sera incapable de vous répondre. Parce qu'en fait, la réponse arrivera dans l'instant. La réponse, quand elle arrive, si elle est préméditée, je dirais quelque part, ou si elle est mentalisée, c'est qu'elle fait appel à des concepts déjà. Et à partir du moment où on fait appel à des concepts, on se limite dans nos choix et du coup dans nos résultats. Que quand on est dans cette ouverture, que l'on laisse se faire traverser par cette conscience, cette intelligence, cette paix, on peut donner plein de mots et encore même ces mots sont très limitants par rapport à ce que c'est réellement. Euh, eh bien, la réponse juste arrive dans l'instant. Et en ce qui me concerne, pour la fois où ça m'est arrivé, bah, c'était. J'avais mon fils qui était là qui m'a aidé. J'ai appelé le boulot. J'avais une réunion comme par hasard, entre guillemets. La réunion a été annulée et décalée à l'après-midi, ce qui m'a permis d'y assister. Et puis, je crois qu'il a fallu que j'aille au garage et, comme a fait exprès, il y avait une place le matin, une annulation. À partir du moment où on agit à partir du cœur, ce que j'appelle à partir du cœur, c'est pas le cœur physique de la personne, c'est à partir de la nature intime, de ce que l'on est, eh bien les réponses sont parfaites, au millimètre près. Les réponses sont justes, les réponses sont adaptées. Il peut se passer 3, 4 situations quasi similaires. Les réponses pourront être différenciées, parce que dans l'instant, c'est uniquement la réponse qui se présentera qui sera mise en œuvre.
Une personne qui agira avec son mental, bien se dira oui, ça je connais, c'est ça, mais ça je fais. Et puis au bout d'un moment, ah non, c'est pas ça, je cherche, machin, truc bidule. Donc c'est très reposant. Là où, là où avant, il y avait. Et on ne s'en rend pas compte en fait, on s'en rend compte quand la mécanique s'est arrêtée. Si vous regardez bien ce que vous faites tout au long d'une journée, ce que j'ai fait encore il n'y a pas si longtemps, on est tout le temps dans la recherche de ce qu'il faut faire. La recherche de ce qu'il faut faire le mieux, la recherche de ce qui pourra faire plaisir aussi. Ça aussi, c'est une des limitations importantes qui amène à la souffrance. Euh, eh bien, on est déjà on se limite dans nos actions, et puis bah, on n'est pas dans la paix. Le vrai accueil conditionnel, sous-entendu sans aucune condition, c'est-à-dire j'accueille la situation, eh bien, amène justement cette ouverture, cette joie, cette paix. J'espère que ça éclaircit un petit peu la vision de ce que c'est de voir avec des yeux différents de ceux qui sont pollués, entre guillemets, sans méchanceté de ma part, par le mental. En fait, le monde autour de nous, les situations, les personnes, ne changent jamais. Il y a juste la façon dont on les voit, dont on les perçoit, qui sont teintées du filtre de nos croyances, de nos douleurs, de nos souffrances, de ce que l'on a vécu, qui nous font vivre les expériences que l'on vit. Lorsque c'est un petit peu comme si vous à un moment j'avais l'image qui me venait de je sais plus si c'était Florent Pagny ou Pascal Obispo, je crois que c'est Florent Pagny, qui à une époque avait des lunettes jaunes. Imaginez-vous porter des lunettes jaunes toute la journée. Donc déjà vous verriez le ciel vert, parce qu'a priori jaune et bleu ça fait vert. Le vert et jaune ça fait je sais pas quoi, mais le gazon vous le verriez vraiment de couleurs différentes, et toute la vie autour de vous, vous la verriez teintée de cette couleur en fait. Et dans la vie, c'est la même chose. Sauf que ce ne sont pas les couleurs qui nous teintent la façon dont on voit les choses, mais nos croyances et nos expériences de vie. Quand ces croyances vont être vues, parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de thérapie qui dure 10, 15, 20 ans. Parfois, les thérapies peuvent être nécessaires sur certains cas très particuliers, ça je ne mets pas en doute. Euh, mais en fait, toutes ces croyances, enfin, ces blocages et ces croyances, parce qu'il peut y avoir, il y a deux familles, alors je regarde si n'hésitez pas pour les questions, hein, parce que vous posez pas de questions, ça ne me pose pas de problème, je parle pendant 1 heure et demie. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je regarde de temps en temps et j'y répondrai. Euh, j'ai parlé tout à l'heure des mémoires que l'on avait enregistrées suite à des expériences souffrantes. Il y a aussi ce qu'on appelle des croyances. Au final, une croyance et une mémoire, ça a les mêmes effets. Pour le mental, les deux sont des mémoires. Sauf qu'il y en a une qui est vraie, c'est-à-dire, pour revenir à l'accident de voiture de tout à l'heure, la personne a vraiment eu un accident, elle a vraiment eu peur, elle ne l'a pas digéré quelque part, donc il y a eu une cristallisation énergétique de la situation qui a créé une mémoire et qui est resservie régulièrement quand la personne prend la voiture. Les croyances, c'est différent, mais le résultat est le même. On appelle ça des croyances erronées ou je ne sais plus l'autre terme, grosso modo quelque chose qui n'existe pas, mais dans lequel on croit tellement fort que ça devient une réalité. Du coup, une mémoire. Par exemple, je prends toujours cet exemple-là parce en rendez-vous, on m'en avait parlé, enfin, c'est ce qui était ressorti du rendez-vous. Euh,
Imaginez un enfant qui ne voit jamais son papa ou sa maman le soir quand il va se coucher. Parce que simplement son papa est pompier ou infirmier ou bref, il va au travail et il ne va jamais faire de bisous à son enfant le soir avant d'aller se coucher. Pourtant, quand il est là le week-end ou pendant les vacances, il joue avec, il n'y a aucun problème, pas de problème de violence ni de choses comme ça. Il y a beaucoup d'amour dans la famille. Mais par contre, il y a ce petit moment hyper important pour l'enfant qui ne voit pas son papa avant de se endormir. Eh bien, la première croyance que ça peut générer, et ça j'ai eu l'exemple, c'était mon papa ne m'aime pas, ou ma maman, peu importe. Et la deuxième croyance que ça peut générer, si ça perdure et s'il n'y a pas trop de dialogue ou d'explication sur la situation, au final, ça peut aller, c'est ce qui s'était passé pour cette personne, ça peut se transformer en je ne mérite pas l'amour. Et la croyance je ne mérite pas l'amour est terrible. Alors, c'est bien sûr, c'est infus. Chez l'enfant, c'est enfoncé, c'est loin, loin, loin quelque part, mais par contre, il y a cette mémoire qui s'est créée. Et je vous ai dit, comme l'exemple de l'accident de voiture, quand une situation miroir se reproduit, cette mémoire est activée. La situation mémoire de la croyance je ne mérite pas l'amour, c'est quoi? C'est je rencontre une personne dont je tombe amoureux, par exemple. Donc à l'adolescence, à l'âge adulte. Et qu'est-ce qui s'était passé pour cette personne-là? C'est qu'en fait, elle tenait jamais euh, sur la durée dans ses relations avec ses conjoints. Inconsciemment, elle auto-sabotait la relation et elle en était malheureuse d'ailleurs, parce que c'était vraiment pas volontaire. Mais il y avait cette croyance qui l'a rongée de l'intérieur, une croyance d'ailleurs dont elle n'avait pas du tout conscience, parce qu'il n'y a jamais eu de problème avec son papa. Il y a juste cette mémoire qu'on a fait ressortir, qu'elle a vue, et à partir du moment où elle a été vue, cette mémoire a disparu. Alors ça a été vu là, la personne devait avoir une trentaine d'années, mais ça peut durer toute une vie. Donc je ne diabolise pas le mental, vous l'avez compris, le mental est nécessaire pour parler, pour échanger, pour communiquer, pour prendre des objets, pour travailler. Quand on va au travail, même si quand on a ce regard défocalisé, ensuite on vit le travail comme tout et n'importe quoi. Avant, je faisais la différence entre le travail et le week-end, entre le travail et les vacances. Il y a le travail, il faut se lever de bonne heure, on fait des fois des trucs chiants, c'est dur, des fois j'ai pas envie, des fois blablabla. Bla, 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 bla. Et il y a les vacances, c'est cool, je me lève plus tard, je fais ce que je veux, et puis c'est les vacances. On met une étiquette sur le travail, c'est chiant, les vacances, c'est cool. Eh bien, je me suis rendu compte, et c'est pas si vieux que ça remonte à quelques mois, ça devait être au mois de mai ou au mois de juin, que euh, j'étais au travail, c'était le vendredi soir, et j'étais pas plus heureux d'être le vendredi soir que le jeudi soir ou le mardi soir. Et ça m'a fait pareil le dimanche soir. On connaît bien le blues du lundi matin, où c'est la fin du week-end, c'est la fin de la période sympa, pour attaquer la période moins sympa qui est le boulot. Et bien le lundi, ça m'a fait la même chose. Le dimanche soir, où habituellement j'avais alors pas une boule au ventre, parce que voilà, le travail, c'est quelque chose que j'adore et qui m'a jamais occasionné beaucoup de peur. Mais il y avait quand même ce petit regret. Ah, c'est la fin du week-end, demain il faut prendre le boulot. Et ben ça a disparu. Je m'en suis rendu compte le vendredi soir pour la transition entre le travail et le week-end. Et je m'en suis rendu également compte le dimanche soir pour la transition entre le week-end et le travail. Donc en fait, la paix, quand elle s'installe de façon continue. Et quelles que soient les situations, c'est comme s'il y avait une inversion en fait. Avant, alors, pour parler de moi, d'autres personnes diront peut-être les choses différemment.
Euh, En ce qui me concerne, il y avait le brouhaha de la vie, le brouhaha des situations, des événements qui, euh, qui se déroulaient sans jamais s'arrêter. Voilà, c'est simple. Euh, et derrière, et loin, loin, loin derrière, il y avait de la paix. Quand je dis loin derrière, c'est que la vraie période de paix, je l'ai connue à 45 ans. C'est-à-dire que j'ai pas eu une vie difficile sur le plan des formes et des situations, mais je l'ai vécu de façon très, très, très difficile depuis que je suis enfant. Depuis l'école. Les périodes de l'école étaient dramatiques pour moi, alors qu'il ne se passait rien de spécial, sauf que j'avais des croyances qui venaient de je sais pas où d'ailleurs, parce que je ne les ai pas identifiées, qui me rendaient malade la veille des rentrées scolaires, qui me rendaient malade quand je changeais d'école, qui me rendaient malade quand j'avais des contrôles. Pareil en entreprise. Tout ça, c'était vraiment euh, horrible pour moi à vivre, et d'un point de vue physique, d'ailleurs, il y a eu pas mal de désordres qui se sont produits. Euh, Pourtant, de l'extérieur, déjà, ça se voyait pas. Bon, sauf mes parents qui devaient voir que j'étais pas très très serein. Mais sinon, les gens de l'extérieur n'apercevaient pas qu'il y avait de la souffrance ni de la douleur. Et du coup, cette paix, alors j'en ai eu quelques petits échantillons gratuits, notamment à la naissance de mes enfants, à la maternité. Là, quand le bébé il sort, le mental s'arrête. Il n'y a plus rien. Et on en a parlé au début, quand il n'y a rien, c'est super cool. On redevient le bébé et on redevient en paix. Et là, il y a les yeux qui pleurent de joie, on est vraiment dans la joie ultime, le bonheur ultime, et ça dure pas très longtemps. Le, la tension, les, les peurs reviennent, et du coup, pour moi, vraiment, la paix était vraiment camouflée. C'est vraiment comme la paix, c'est le ciel bleu, et le mental, les pensées négatives, la peur et la souffrance, c'est les nuages. Et moi, j'étais sous une mer de nuages. De temps en temps, j'avais un tout petit trou de ciel bleu, et microscopique. Aujourd'hui, je dirais tout s'est inversé. Les situations n'ont pas changé. Tout s'est pas ouvert comme la mer Rouge devant moi parce que j'ai compris quelque chose. Les situations n'ont strictement pas changé. Au travail, les gens n'ont pas changé avec moi. J'ai d'ailleurs pas changé de travail. Mais par contre, la perspective depuis laquelle les situations sont vues, et non pas je vois les situations, parce que du coup c'est plus Christophe qui voit les situations, c'est vu d'une perspective beaucoup plus large, eh bien, cette simple perspective différente amène à une paix en continu. D'où le titre de la soirée, retrouver la paix, c'est possible. Et si j'avais dû parier il y a quelques années sur les chances que j'avais de, de trouver la paix, je n'aurais pas mis un centime sur ma pomme. Et pourtant, ce sont les situations de souffrance et surtout des rencontres qui m'ont été données de faire. Une à Angers. Pierre, merci beaucoup. Euh, qui ont généré un déclic, en fait. Ça n'a pas été une révolution. Ça n'a pas été. Ça a été un petit peu comme de l'homéopathie. Les choses ont été comprises au fur et à mesure. De temps en temps, il y avait des larmes qui coulaient. J'étais dans la voiture. Je regardais les armes. Pouf, il y avait deux larmes qui coulaient. Je travaille avec l'énergétique depuis une quinzaine d'années. Je sais que quand les larmes coulent, c'est qu'il y a une mémoire, il y a un nœud émotionnel qui part. Donc voilà, ça, grosso modo, le panier, je vous parlais du panier au départ, qui contenait plein de toutes nos croyances et qui constitue l'ego, le panier, au bout d'un moment, il s'est percé. Et il s'est vidé. Et quand le panier était complètement vide, eh bien, on retrouve, euh, on retrouve l'état du bébé. Alors l'état du bébé avec un petit plus quand même. C'est que le bébé, lui,
simplement conscience d'être, parce qu'il est là, donc il y a quelque chose qui a conscience d'être là, même si c'est pas qu'il est un bébé, il sait pas où il est, qui il est et tout ça, que quand ça arrive, on retrouve quelque part l'état du bébé quand on a déjà vécu une histoire, eh bien, on comprend la mécanique. Et il y a une certaine maturité dans la façon dont on voit les événements, dont on voit les choses, dont on voit les situations. Et c'est excessivement reposant. C'est très très reposant. Je ne vois toujours pas de questions. Je ne vous ai pas hypnotisé, ou alors le chat ne fonctionne plus, ou alors je suis tout seul en ligne. Alors n'hésitez pas. Hein. Quelle heure? On peut encore, si vous avez des questions, restez un petit peu. La réalisation ou la croyance de, enfin la réalisation de ce qu'on est plutôt, et la disparition des croyances de ce qu'on croyait être, euh, ne va pas tout révolutionner. On peut très bien continuer à faire le même travail. Il y a des personnes pour qui c'est pas le cas. Il y a des personnes qui vont tout plaquer, qui vont faire, je sais pas, quoi, un mode de l'humanitaire, ou qui vont aller s'isoler dans un monastère, ou qui vont, voilà, tout est, comme je vous disais tout à l'heure, à partir du moment où l'ouverture est présente. Tout à l'heure, je vous parlais d'une petite ouverture à partir du moment où on accueille la situation. Là, il s'agit de l'ouverture ultime, où on accueille tout, la totalité. Eh bien, les choses se passent comme elles doivent se passer. Il n'y a pas de, il n'y a pas de plan sur la comète. Il n'y a pas d'anticipation. Tout vient du cœur. Euh, Pourquoi est-ce que je propose cette soirée sur YouTube alors que j'en ai jamais fait? Je faisais des petites soirées sur Zoom avant parce que ça convenait bien aux personnes qui me suivent depuis quelques années. Et à un moment, ça a dû être pendant les grandes vacances, il y a des pensées, mais pour répondre à la question de tout à l'heure, pas une pensée issue du mental, mais une pensée qui a traversé, qui a dit mais pourquoi tu proposerais pas la même chose mais sur YouTube? Là où avant, et j'y avais déjà pensé ça il y a quelques années, mais il y avait la peur de YouTube, de l'immensité, de la tentaculaire plateforme. Et là aujourd'hui, il y a simplement quelqu'un qui parle devant YouTube, devant 10 personnes, devant 100, devant 1000 personnes, c'est exactement la même chose. Et il y a une énergie en fait de partager dans la simplicité. Je pense que c'est ce que j'arrive à faire. Si c'est trop compliqué, n'hésitez pas à poser des questions. Mais dans cette simplicité, euh, vous partagez que déjà ça arrive à tout le monde. Ce qui arrive à tout le monde, c'est le fait de retrouver, je redis toujours la même chose, mais c'est volontaire, c'est de vraiment retrouver ce qu'on a oublié. C'est pas comme si on devait développer la paix. Alors, pour développer la paix, bon, c'est un plan sur 5 ans ou sur 10 ans. Faut faire telle pratique pendant tant de temps, telle fréquence, tous les jours, machin. Faut faire ci, faut faire ça. Et là, tu vas développer un petit peu la paix. Comme si vous développiez des muscles à la salle de muscu, par exemple. Non, c'est pas ça. Retrouver la paix, retrouver sa vraie nature, paisible, c'est se mettre à nu. C'est au contraire, c'est retirer toutes les croyances, toutes les limitations, tous nos freins qui qui nous limitent de plus en plus. Alors les personnes qui s'intéressent au sujet, euh, ça peut arriver à n'importe quel âge. Je suis assez surpris parce que dans les formations que je propose là, depuis quelques années, c'est énergétique. Hein. Euh, et ben, il y a des personnes qui sont de plus en plus jeunes et qui sont intéressées justement à ce sujet. Mais souvent, c'est quand les personnes arrivent les quarantenaires ou les cinquantenaires, il y a
une histoire de vie derrière. Il y a de la souffrance. Et cette souffrance, et c'est tout le but, quelque part, de la souffrance, c'est euh, c'est d'en avoir marre, d'en avoir ras-le-bol. Et, et de se dire, mais c'est pas possible, je peux pas vivre avec cette souffrance, que avec cette souffrance. Il y a forcément autre chose, il y a une autre voie. Et à partir du moment où on pense ça, mais pas ici, hein, c'est pas ouais, j'en ai ras-le-bol, ouais, faut que ça cesse. Non. À partir du moment là où on a un ras-le-bol intime, euh, eh bien, il y a cette ouverture se produit naturellement. L'ouverture, on la génère pas, je dirais, complètement automatiquement. L'ouverture se met en place quand les paramètres sont là, quand toutes les conditions sont réunies. Et le ras-le-bol, c'est un très très bon outil euh, pour, euh, pour lâcher prise. Petite parenthèse sur le lâcher prise, vous ne pouvez pas lâcher prise. Jamais, dans les rendez-vous que j'ai, je dis à une personne, lâche prise, c'est pas possible. La personne, le personnage que vous êtes dans cette petite histoire qui s'appelle votre vie, qui commence à la naissance et qui finit à la mort, dans cette petite histoire, le personnage ne peut pas lâcher prise. Le lâcher prise, ultimement, c'est ce qu'on est. La paix, c'est le lâcher prise. La paix, c'est l'accueil ultime, le lâcher prise ultime sur toutes les situations. Eh bien, le ras-le-bol amène automatiquement à se lâcher prise. Alors, c'est pas un discours que j'aurais face à une personne qui est dépressive au fond du tout, bien sûr, parce que avant de pouvoir comprendre ça, il faut sortir du trou et avoir un peu de recul sur ce qui s'est passé et, euh, et ne plus avoir envie de le revivre. Et là, donc le ras-le-bol arrive, le lâcher-prise arrive, et dans ce lâcher-prise, il y a l'ouverture qui apparaît et les choses se mettent en place. Alors quand je dis les choses se mettent en place, ça veut dire que la vie, quand je dis la vie, vous ne l'avez peut-être pas compris parce que je ne l'ai pas expliqué de façon très claire, la vie en fait c'est ce que l'on est derrière le personnage. Je parle tout à l'heure de conscience, je parle de paix, tout ça vous pouvez mettre tous les mots que vous voulez, mais c'est la vie avec un V majuscule. Je ne parle pas de la vie avec les plantes, même si ça en fait partie, et c'est un tout petit échantillon. Et à partir du moment où on a compris que l'on souffre, que l'on a le désir sincère de vouloir arrêter de souffrir, eh bien, on s'autorise, en tant que la vie, incarnée dans un petit bonhomme, temporairement, à mettre en place toutes les situations qui vont nous permettre d'aller de l'avant. Et ça, c'est génial. Et dans ma pratique, je ne fais pas de publicité, parce que j'ai un métier, je fais ça à titre associatif, et je laisse les gens venir. Quasi-totalité des personnes, 90% des personnes qui viennent me voir, euh, c'est suite à du ras-le-bol ou parce qu'il y a une compréhension qui s'est faite, la personne passe à autre chose et va sur Internet, elle a fait 50 000 fois la même recherche, elle ne m'a jamais vu, et là, ce moment-là, elle tombe sur moi et elle vient me voir. C'est un exemple. Et ça arrive chez plein de gens. Bon, parce que simplement, moi, j'étais adapté à la personne, mais une personne va peut-être s'orienter vers, je sais pas moi, vers du yoga, vers de la méditation ou vers d'autres choses, vers les choses qui sont bonnes pour elle, qui sont adaptées pour elle. Mais quand je dis adapté, c'est vraiment au millimètre près. J'aimerais vous faire partager cette paix, mais vous la vivez déjà. C'est le truc frustrant, c'est la chose très, très énervante aussi d'entendre que les limitations et les filtres nous empêchent de le percevoir. Euh,
parfois, il y a des moments où il y a des cracks qui se passent. Alors, je dirais pas dans la tête, parce que vous avez compris que ça se passe pas dans la tête, mais parfois, il y a le personnage se met à fissurer. C'est-à-dire qu'allez savoir pourquoi, sans doute à travers des expériences de vie, des pratiques, des choses comme ça. Au bout d'un moment, il y a un crack qui se produit. Ça m'est arrivé 4 fois euh, depuis 30 ans. Donc à l'époque, je ne savais pas du tout ce que c'était. Des moments où le mental disparaît, où tout est... Alors ça peut être soit l'un, soit l'autre. Soit le mental disparaît complètement et j'étais dans une paix que- qui est complètement indéfinissable. Même la paix que je vis là, actuellement, c'est encore en dessous de ce que j'ai vécu à un moment. Euh, donc il peut y avoir des moments comme ça d'exaltation, on peut même dire de béatitude, le mot est pas trop fort, comme il peut y avoir aussi des grands moments de souffrance. C'est-à-dire que le personnage se fissure, il y a une compréhension intime, inconsciente, que le personnage n'est qu'une création, n'est qu'une illusion, et cette compréhension, cette croyance intime va faire flipper le mental. Le mental, lui, il a un fonctionnement qui est un petit peu bizarre, mais c'est qu'il veut survivre. Le mental, il veut toujours plus. On le sait, hein, j'ai ça, je veux ça, je veux ça. Mais non, après, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Le mental, il veut toujours plus. Je veux. Il n'y a qu'à regarder les informations. Les gens qui essaient de gratter toujours plus en termes d'argent, en termes de rang social, en termes de toujours plus, 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 plus. Ça, c'est le fonctionnement du mental. Un fonctionnement individuel, mais également un fonctionnement collectif à travers des groupes, et également au niveau national et même international. Euh, et ce mental, quand il y a le personnage qui se met à craquer, donc le mental, c'est un petit peu comme un grand hypnotiseur qui avait hypnotisé le personnage en lui disant: Tu es Christophe, tu es Christophe, tu as peur de ça, tu fais ci, tu fais ça, machin. Donc, tu as peur de parler en public. Faut pas faire ça parce que ça va mal se passer. Et quand ça saute, et ben le mental, il se met à flipper. Et là, il peut créer des gros troubles émotionnels. Alors, souvent, on appelle ça la nuit noire de l'âme. C'est des gros craquages internes qui se passent et qui font que on oscille entre euh, j'ai peur de la mort, je n'existe plus, il n'y a plus de sens à la vie, et tout est hyper confus. Ça peut durer très peu de temps, ça peut durer un certain temps, c'est très difficile à vivre, ça peut s'accompagner, euh, mais c'est par contre un événement qui est très positif au final, parce que c'est vraiment une rupture qui se passe entre les anciens schémas et un nouvel état de vision, on va dire, du monde qui nous entoure, qui est en train de s'installer. Euh, donc là, je me laisse guider par les pensées qui viennent, donc ça part un petit peu dans tous les sens, même s'il y a un fil conducteur derrière. Un petit coup d'œil au chat, il n'y a toujours pas de questions. Allez, je me donne encore 10 minutes pour vous parler de ce qui vient, mais n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Il n'y a pas de questions bêtes. C'est la chose qu'il faut se dire. Alors, c'est la première soirée que j'anime. C'est peut-être pas évident de poser des questions. C'est plus sympa que sur Zoom, où sur Zoom, on voyait les visages. Là, on les voit pas. Euh, donc, n'hésitez pas, s'il y en a. Et s'il y en a pas, vous dire que un moteur très important, c'est la confiance. Alors, peut-être pas la confiance dans les situations qui se présentent à vous, parce que
si vous regardez une situation depuis le petit personnage, une situation qui potentiellement peut être souffrante ou gênante, effectivement, la notion de confiance n'est pas la bienvenue. Maintenant, la confiance, vous pouvez l'avoir si vous regardez un petit peu en arrière et que vous voyez les étapes par lesquelles vous êtes passé pour vous amener là où vous êtes aujourd'hui. La confiance en la vie, ça, c'est gagnant à 100%. On ne comprend pas dans l'instant. J'allais dire forcément, mais on comprend rarement dans l'instant pourquoi on vit telle ou telle situation. Mais il y a toujours, toujours, toujours un objectif. Donc, accueillir cette situation qui arrive, c'est quelque chose de très très bénéfique. Alors, il y a une chose qui me vient, c'est depuis le début, j'ai pas dû parler de positif ni de négatif. Positif et négatif, ce sont des termes qui sont issus du mental. Je vous ai dit, le bébé ne voit rien de négatif, ni rien de positif d'ailleurs. Le bébé, il voit les choses comme elles sont. Il ne met pas d'étiquette, il ne met pas de jugement. Positif, négatif, c'est un jugement. C'est un objet. Ça varie. Quelque chose que j'aime aujourd'hui, demain, peut-être que je ne l'aimerai plus. Et le positif et le négatif, en fait, c'est un jugement mental qui se base sur des expériences de vie que l'on a eues, dont une bonne partie ont été oubliées, qui font que bah, ça j'aime pas, j'ai peur de ça, ou ça c'est négatif, ça c'est positif. Aujourd'hui, la vision que je porte sur les gens, sur les situations qui sont autour de moi, sont complètement détachées de ces notions de positif et négatif. Les situations, les gens sont comme ils sont. Avec ce détachement, avec cette vision défocalisée de tout ce qui nous entoure, on voit les situations, on voit les personnes comme elles sont réellement. C'est-à-dire qu'en fait, on voit des gens qui souffrent, on voit des gens qui sont entre guillemets éveillés. Quand on dit quand est-ce que je m'éveille, bah cherche pas, t'es déjà éveillé. Sauf que tu le sens pas, tu le crois pas, donc tu le sens pas et tu le vis pas. Mais c'est pour ça que la notion d'éveil, c'est un mot que j'utilise jamais parce qu'il n'y a pas de personne éveillée et de pas éveillée. C'est comme l'exemple de la personne qui respire. Là, je me rends compte que je respire, donc ça y est, je respire. Bah non, depuis ce matin, tu respires, garçon, sauf que il faisait pas attention. Et cette notion détachée des étiquettes, c'est également très paisible et très reposant. Quand je dis reposant, c'est que quand on fonctionne avec le mental, eh bien, on essaye, c'est normal, de ne chercher que des expériences positives. De manger que des trucs qu'on aime, de se mettre dans des situations que l'on aime. On va pas se mettre en danger ou en situation périlleuse parce que c'est fun. Oui, ça peut. Mais généralement, on slalome pour aller que là où on est bien et on évite là où on n'est pas bien. Et c'est usant, c'est fatigant. Dans son boulot, au quotidien, il y a toujours un paquet de choses qu'on n'aime pas faire, mais qu'on est obligé de faire. Donc quand on fait par obligation un truc qu'on n'aime pas faire, c'est pas très agréable. Que quand cette séparation a disparu, entre le bien, le pas bien, le j'aime pas, le positif, le négatif, ce qu'on appelle la dualité, eh bien en fait tout est comme c'est. Le résumé, c'est ça en fait, c'est tout est comme c'est. Dans la simplicité alors je vais dire du maintenant, ça j'en reparlerai parce que là sinon on va finir à minuit. Dans la simplicité du maintenant, tout est comme c'est. Et c'est uniquement les limitations, les, euh, les croyances, les mémoires, je vous dis ce que j'ai dit au début pour boucler la boucle,
qui nous conduisent à voir les choses différemment. Et pour terminer positivement, entre guillemets, parce que tout ce que j'ai dit est positif, même quand j'ai parlé des expériences qui étaient souffrantes, si vous êtes attiré par ce genre de conférences, que ce soit celle-là ou de plein d'autres, parce que on est dans une période, quand on regarde les informations, pas très très sympa et pas très joyeuse. Par contre, on voit très très bien que d'un autre côté, il y a beaucoup d'ouvertures qui se produisent et qui se créent. Donc si vous êtes intéressé par ce genre de conférences, d'échanges, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et c'est que vous êtes sur la voie. Ça peut être également d'autres pratiques à côté. Le tai chi, qigong, le yoga, la méditation, je ne sais quoi. Il y a quelque chose au fond de vous qui pousse. Et quand ça pousse, au bout d'un moment, ça va sortir. Je voulais terminer par cette note positive. Il n'y a toujours pas de questions. Je vous propose d'arrêter là. Je vous remercie beaucoup pour votre participation. Le mois prochain, je crois, ça doit être le 18 octobre. Justement, je vais détailler un petit peu plus le fait de vivre avec un regard défocalisé. J'en ai un petit peu parlé là, mais c'est ce qui se passe naturellement quand effectivement le masque est tombé, ou les lunettes de Pascal Obispo, c'est au choix, et que les choses sont vues dans la simplicité de ce qu'elles sont, et que par définition, les peurs, les émotions limitantes disparaissent petit à petit. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée. Si cette soirée vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça aide simplement au référencement. Donc s'il y a des personnes qui souhaitent retrouver ce sujet, c'est plus facile pour elles. Et si vous souhaitez être informé des prochaines vidéos, alors je vais me proposer des satsangs, bien sûr, comme ça en direct, mais également d'autres vidéos sur des thèmes comme on a parlé, mais sur un côté beaucoup plus pratico-pratique. Donc n'hésitez pas à vous abonner, vous aurez comme ça les infos en primeur sur les prochaines vidéos. Je vous souhaite une très belle soirée, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis très bientôt.